Professeur Fary Silatka, bonjour. Bonjour, Jam. Merci d'être notre invité ce matin. Vous avez été chef du laboratoire de linguistique de l'IFAN et président de l'Académie sénégalaise des langues nationales. Vous êtes aussi le président de l'association Tabital Pulaku Sénégal et vice-président de Tabital Pulaku International. Également président de la commission Fulfulde, langue transfrontalière véhiculaire de l'Académie africaine des langues nationales, institution scientifique spécialisée de l'Union africaine. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau, professeur, pour parler notamment de la situation au Mali contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Des manifestations conduites par l'imam Mahmoud Dicko se tiennent depuis quelque temps. Elles se sont intensifiées cependant ce week-end avec des morts et des blessés. Quelle lecture faites-vous de cette nouvelle situation qui vient s'ajouter à celle qui prévalait déjà dans ce pays et qui l'a fragilisé considérablement? Merci Fatou. La situation du Mali est une situation qui nous préoccupe tous en tant qu'Africains et surtout en tant que Sénégalais d'abord parce que c'est vraiment notre pays frère, un de nos pays frères les plus proches. Vous savez, la crise du Mali, elle est due un peu à ce que j'appellerais, après Adam Cham qui a publié une étude sur cette situation-là, une crise qui a été négligée un peu. Et ce qui est arrivé aujourd'hui au Mali était prévisible. Mais nous espérons que ce sera géré avec lucidité et responsabilité sans que l'on risque de retomber dans le syndrome des événements du 26 mars 91 au Mali. Et c'est une question sous-régionale. Je crois que l'ancien Premier ministre même l'avait dit à l'époque, en 2017, Soumaïlou Boubé Maïga, il parlait de l'indivisibilité de la sécurité et de la stabilité des pays de la sous-région. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de l'insécurité par-delà le Mali, on parle de l'insécurité dans toute la zone du Sahel, notamment dans la zone des Trois frontières. Alors, la lecture que je fais de cette situation, et qu'elle risque malheureusement d'être irréversible. Parce que, ça c'est mon point de vue personnel, parce qu'il y a eu un processus de désengagement de l'État qui a prévalu au Mali depuis la destruction de l'État libyen en 2011, puis la crise qui en est suivie au niveau de l'Azawad, au nord du Mali, puis tout ce qui a suivi, jusqu'à ce que les choses soient déplacées au centre. Pendant que les gens dialoguent avec l'Azawad et les Touaregs au nord, le Semena et tout ça là, les choses se sont aggravées au niveau du centre. Or, au centre du Mali, ce qui s'est passé aussi, et qui a été à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui à Bamako, c'est une certaine rupture presque entre l'État et les populations. L'État, il n'y avait plus d'école, il n'y avait plus d'intervention de l'État. L'armée, vous vous souvenez quand on parlait ici en 2012, des peuples qui ont été tués et jetés dans un puits, je crois que c'était par l'armée, en 2012. Et ça, c'était une catastrophe. Alors, ça a créé des frustrations, non pas seulement par les peuples, mais par les autres ethnies. Et ça a ouvert la brèche aux djihadistes. Je ne vais pas aller très loin sur cette question djihadiste. Parce que le Amadou Koufa qui est là-bas, là, dont on parle, lui, qui dirige la Katiba Massina, mais il défend même pas la cause, il défend sa cause et ses prêches, sa vision. Mais malheureusement, comme il n'y avait pas l'État, il en a profité pour dire que voilà, l'État vous néglige, les services de l'État vous exploitent, la gendarmerie, la douane et tout ça. Nous, on va gérer les bourgutières, on va vous juger en paix, on va faire de sorte que personne ne nous néglige plus. Et que même l'aristocratie nobiliaire là ne sera plus au-dessus de vous, ainsi que leur ancien marabout. Amadou Koufa a commencé à tuer la noblesse Peul et les marabouts Peul qui étaient là-bas avant même de s'attaquer à qui que ce soit. Et tout ça sous le nez à la barbe de l'État. Et ce qui est pire, c'est que comment un État peut-il armer et cautionner des milices, des milices pour attaquer d'autres ethnies. C'est ce qu'a fait l'État malien, le Dana Amazogo. Tout le monde le sait, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. C'était en grand public. Le Dana Amazogo a été monté, reçu en grande pompe avec des papiers officiels et tout, avec des armes.
à Bamako en 2018, 2 fois. Aller combattre le djihadisme. Alors maintenant, ça a déstabilisé toutes les populations du Mali, toutes. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est l'ensemble des populations maliennes. C'est tout le peuple malien, tous les segments compris, les religieux, les partis politiques, les ONG, les ethnies, les communautés, Dogon, Bambara, Peul, tout le monde. Donc c'est un puissant mouvement qui risque d'être irréversible. Justement, c'est là où je voulais en venir. Cet épisode, Mahmoud Dicko, sur quoi peut-il déboucher? Il a appelé au calme après les dérapages, si on peut les appeler ainsi, et même l'annonce du président Ibeka de dissoudre la Cour constitutionnelle. Ça ne s'arrête pas. Vers quoi risque-t-on d'aller justement au Mali? Moi, je pense que si on écoute le peuple malien, je fais une petite parenthèse. Vous vous souvenez, quand je suis venu à votre radio, et que j'ai dit que moi, je ne croyais pas aux forums internationaux comme solution à la crise malienne. Oui, vous l'aviez dit. On m'a critiqué après, mais je le crois encore plus fermement aujourd'hui. Seul le peuple malien peut commencer le début de solution. Et il faut une gouvernance inclusive. Il faut que l'Afrique apprenne à éviter les États racistes et ethnicistes. Tant que ça existe en Afrique, je ne dis pas seulement le Mali, les autres États suivront. Un État ne peut pas être ethniciste et raciste et armer des milices contre une ethnie, quelle qu'elle soit. Et c'est actuellement le cas au Mali? C'est le cas au Burkina Faso, c'est le cas au Mali, c'est le cas ailleurs. On l'a vu déjà ici, à côté de nous. Il faut dire les choses comme elles sont. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le mouvement qui se passe au Mali, moi je ne peux faire que des souhaits qu'il aboutisse dans la paix, parce que j'ai entendu ce qu'a dit l'imam Dicko, j'ai entendu ce qu'a dit Bathily. Tout le monde dit qu'il faut y aller avec légalisme, avec des actions permises par la Constitution. Ils sont tous appelés au calme. Mais appeler au calme ne veut pas dire appeler à la démobilisation. Vous avez vu les 3 phases de ces manifestations-là, elles vont crescendo. Même sur le plan du nombre même de mobilisés, du nombre de participants, des segments du peuple, ça va de plus en plus. Et pendant ce même temps, autant le mouvement monte, autant l'État recule. Le président, le chef de l'État du Mali a dit voilà, maintenant on va dissoudre le Conseil constitutionnel. Et là aussi, je crois qu'il y a une négligence. Comment voulez-vous qu'au moment des élections législatives, là, mars-avril 2020, je crois, pendant même que la moitié du pays ne peut pas aller aux élections. Et au moment, à quelques encablures des élections, l'une des principales figures de l'opposition, un candidat qui était même, un chef politique qui était même candidat à la présidentielle, qui porte donc l'espoir d'une partie du peuple malien. Il est arrêté chez lui, dans son fief, avec sa délégation, alors qu'il était en pleine campagne. Même on fait l'impasse sur tout ça, on organise des élections législatives. On n'en parle même plus, apparemment. Mais ça aussi, c'est une erreur, à mon avis. Donc, d'erreur en erreur, je ne pense pas que le régime actuel puisse sauver les meubles. Je pense qu'il faut un dialogue inclusif au Mali. Il faut écouter ce mouvement-là. C'est pas Mahmoud Dicko seulement. C'est tout le peuple malien, ça, dans sa majorité, qui est actuellement en mouvement. Et il faut les écouter. Vox populi, vox dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Alors, donc, que devrait faire Ibeka actuellement, à votre avis? C'est une question à laquelle je répondrai difficilement. Parce que ce qu'on lui reproche... Quand vous parlez par exemple de gestion inclusive, entre autres, à quoi faites-vous allusion? Est-ce qu'il y a des pas que lui, Ibeka, poser je fais allusion à ce qu'il doit écouter Malien. Parce que le mouvement M5 RFP là, c'est le M5 FRP, c'est un mouvement inclusif. Il y a tous les segments du peuple malien. Il faut bien noter ça. Tous les segments, j'ai dit bien tous les segments du peuple malien. Alors, si tout le peuple malien veut quelque chose, il faut le considérer avec lucidité et responsabilité. Moi, je n'ai rien contre Ibeka en tant qu'individu. Mais en tant qu'institution de l'État, je pense qu'il a montré ses limites. Maintenant, est-ce qu'il devra démissionner? Est-ce qu'il devra appeler à des élections anticipées? Est-ce qu'il devra faire un dialogue pour écouter tout le monde avec les partis, les syndicats, les étudiants, les ONG, y compris maintenant les conseillers qui sont absents par leur
silence l'Union africaine, etc., pourrait proposer comme solution pacifique, avec possibilité de faire une commission internationale commanditée par les Nations Unies pour enquêter sur les précédents, sur les culpabilités, sur l'impunité, parce que quand même il y a beaucoup de frustration au Mali. Même si on arrive à refonder l'État malien, si on ne règle pas ces problèmes de frustration, il y aura encore des séquelles latentes qui seront toujours un terreau favorable au terrorisme. En fait, moi je pense même que le terrorisme dont on parle là, on aurait pu créer les conditions de dialogue même avec ces soi-disant chefs terroristes, les Amadou Koufa, les Aghali et tout ça là. Parce que le peuple malien est supérieur à tout ça et tout le monde se connaît. Je crois que même Amadou Koufa a dit que si la stabilité était revenue et la paix est revenue, on peut bien discuter avec eux et trouver des solutions. Mais comment voulez-vous qu'on arme des milices qui font des exactions, des exécutions extrajudiciaires? Et ça, c'est frustrant, c'est pas possible. Ça ne peut pas tenir. Ça se passe au Burkina Faso, ça se passe au Mali, ça se passe au Niger. Et il y a les forces Barkhane, G5 Sahel, des forces étrangères, musulmanes, qui s'accumulent, mais qui ne servent à rien, à mon avis. Et ça, je le dis aussi encore, on va me critiquer peut-être. Oui. Mais c'est mon avis d'Africain. Ces forces-là ne servent à rien, puisqu'elles n'empêchent pas la catastrophe de s'installer. À cela aussi s'ajoute le silence des chefs d'État africains, des institutions comme l'Union africaine, entre autres. Comment comprenez-vous ce mutisme? Mais Fatou, justement, je ne le comprends pas. Je l'ai condamné nous, Tabita Prague au Sénégal. Depuis notre conférence de presse au centre de BOP du 19 juillet, puis après au Grand Théâtre, nous n'avons jamais cessé d'appeler les chefs d'État africains à travers les institutions que sont l'Union africaine et la CEDEAO, de s'organiser, de parler, de faire entendre leur voix sur la crise malienne, qui est une crise sahélienne, laquelle est crise africaine. Parce que elle peut arriver ailleurs. Nous connaissons des pays où l'Afrique n'est pas encore à l'abri des crises ethno-communautaires ou ethno-géopolitiques, etc. Or, l'Union africaine observe un silence que nous ne comprenons pas. Et c'est condamnable, à mon avis. Parce que l'Union africaine, c'est quand même la plus haute institution d'initiative de paix pour l'Afrique, enfin ce qu'elle devrait être. Pourquoi elle ne parle pas? Pourquoi le G5 Sahel parle de ça? Pourquoi Human Rights Watch parle de la situation du Mali? Pourquoi la Commission des Nations Unies parle du Mali? Sauf les Africains. Ça, nous partageons le même traitement que vous. Moi, je n'ai pas de solution. Mais en tout cas, je condamne cela, personnellement. Nous, à Tabita Prague, nous le condamnons. Nous condamnons ce silence-là. On n'ose pas, pour le moment, l'accuser de coupable ou de complice, mais nous condamnons formellement ce silence de l'Union africaine et de la CEDEAO. La CEDEAO est arrivée à Mali récemment, ils ont proposé un gouvernement mais ça, c'est du combattage. On ne tient pas la route. Alors, reparlons du cas Soumaïla Cissé pour terminer. Comment trouvez-vous cette histoire d'enlèvement? Est-ce légitime aujourd'hui de penser que toute cette affaire est orchestrée par le régime actuel? Moi, je ne dirais pas ça. Mais je ne le nierai pas non plus. Parce qu'il y a quand même des indices. Le contexte, regardez. On va en élection législative. Alors même que la moitié du pays, on ne peut pas faire des élections là-bas. Les députés sont censés être représentants du peuple, tout le peuple. D'abord, aller dans des élections alors qu'on ne peut pas inclure tout le peuple, à mon avis, c'est pas le bon choix. Deuxièmement... Ça peut paraître injuste. C'est antidémocratique. Mais tu imagines au Sénégal qu'on fasse les élections législatives en laissant la moitié du Sénégal en dehors des élections. Ça n'a pas de sens. Dans aucun pays du monde, ça n'a pas de sens. Deuxièmement, comment ça se fait, cette coïncidence? Comment ça se fait qu'à quelques encablures des élections, un chef de parti politique, un parti très, très puissant, l'URD important au Mali, aille dans son fief? Il n'a pas été dans le fief de Kadiba Massian. Il n'a pas été dans la zone des 3 frontières. Il a été chez les Verdoins de la Sicile, c'est son fief. Il est allé là-bas. Et comme de bien entendu, comme un député va aller parler d'abord à son fief, et c'est là-bas qu'on l'arrête. À ça, toute délégation. Et on se met à libérer les membres de la délégation, morceau par morceau, personne par personne, jusqu'à ce qu'il reste lui là-bas jusqu'à présent. Est-ce que ça, c'est pas louche? Et à chaque fois,
l'État malien a dit, à travers ses instances suprêmes, non, attendez, on l'a localisé, il sera libéré bientôt. Jusqu'au moment où je vous parle, là, moi, je ne sais pas. Ça fait des mois maintenant. Je n'ai pas l'information qu'il est libéré. Et il est seul là-bas. Est-ce que vous pensez, est-ce qu'il est pensable qu'un dialogue inclusif malien aujourd'hui, pour refonder et essayer de régler la situation au Mali, peut se faire sans un leader aussi important que Soumaïla Cissé? Moi, je n'y crois pas. Merci, professeur Fary Silaka. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Rewmi. Je rappelle que vous avez été chef du laboratoire de linguistique de l'IFON et vous êtes le président de l'Académie sénégalaise des langues nationales, également président de l'association Tabital Pulaku Sénégal et vice-président de Tabital Pulaku International. Vous êtes également le président de la commission Fulful des langues transfrontalières véhiculaires de l'Académie africaine des langues nationales, institution scientifique spécialisée de l'Union africaine. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.